Bonjour, je suis Franck de G-Team. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast des Birdies plein la tête. Du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Charles Dubois qui nous reçoit virtuellement chez lui. Confinement oblige. Bonjour Charles et merci de nous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous et ravi d'être avec vous. Alors, donc Charles, tu es actuellement caddie de Raphaël Jacquelin. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a des non-golfeurs qui nous écoutent, Raphaël Jacquelin, c'est un joueur du Tour européen, un des plus gros palmarès du golf français, qui arrive maintenant pas loin de la fin de sa carrière, même s'il a encore de beaux tours à jouer, mais donc il est sur le tour majeur, sur le tour majeur européen, donc une expérience de premier plan au plus haut niveau du golf mondial. Tu as été toi-même joueur, Oui. tu as été coach, je crois aussi, enseignant. Ouais. Euh, Tu es maintenant impliqué dans cette activité de caddying. Donc tout ça te donne une vision très large de l'univers du golf et de ses différentes dimensions, donc particulièrement précieux pour nous dans la démarche qui nous accompagne, et notamment avec le petit jeune qui m'accompagne aujourd'hui pour cette interview, Théo, qui aura des questions très précises, très concrètes à te poser justement sur l'interaction entre le joueur et le caddie et l'impact sur la performance. Mais comme à notre habitude, on va commencer par le début, on va revenir sur ton parcours et à commencer par la rencontre avec le sport, la compétition et le golf. Ça s'est fait dans quel ordre en ce qui te concerne? Si on prend du début, en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient qui ont développé un golf. Donc du coup, mon jardin c'était le golf. Donc dès 10 ans, je m'y suis mis jusqu'à maintenant. Et dans un premier temps amateur jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, parce qu'après j'ai fait le choix avec mes parents d'arrêter les études et donc de choisir la carrière amateur et puis d'essayer de développer un petit peu en pro. Donc, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'on l'aurait souhaité dans un premier temps. Donc, je me suis dirigé vers l'enseignement. J'ai passé mon diplôme à Bordeaux au Krebs de Talence. Et suite à ça, en même temps, en fait, parce que c'était une période où on faisait une année en Krebs à Bordeaux et une année en alternance dans un club, je suis rentré à Bussy, Saint-Georges en région parisienne, qui est un club assez connu pour ses résultats sportifs. Et donc, j'y suis resté 8 ans, presque 9. Et à la suite de ça, dans le même temps, j'ai repris le jeu parce que moi, j'ai eu une petite mésaventure. J'ai eu un accident de voiture et alors que j'étais parti pour enseigner à 100%, fait de discussion avec l'ostéo qui s'occupait de moi, qui est l'ostéo aussi de Raph Jacquelin maintenant, sur le fait que c'était dommage, pourquoi je ne tente pas plus ma chance que ça, etc. Donc, retour à la compétition. Ce qui m'a valu de réussir à jouer l'Open de France une fois. Je me suis qualifié pour les finales des cartes européennes, les finales des cartes asiatiques. J'ai eu la chance de gagner un tournoi sur l'Alps Tour. J'ai fait 7e une année sur l'Alps Tour. Bref, sans rentrer trop dans les détails, je me suis à peu près débrouillé. Et malheureusement, le Challenge Tour m'a arrêté là. Et puis ensuite, j'ai eu un enfant, puis un second. Donc, j'ai préféré partir dans l'enseignement. Pendant un temps, j'ai dû quitter le club de Bussy et j'ai décidé de partir en Bretagne un temps et revenu en région parisienne. Bref, pour différentes raisons. Et puis ensuite, je me suis tourné un petit peu vers d'autres choses. J'ai voulu me lancer un peu dans l'immobilier. J'ai fait quelques années là-dedans. J'ai bossé un petit peu dans différents projets. Et puis, je suis revenu au cadillage finalement avec Romain Vatel, qui est du golf de Bussy et qui m'a proposé un été de repartir avec lui en septembre, puisqu'il avait quitté son caddie juste après l'Open de France à cette époque-là. Et il était sur sur le challenge à ce moment-là ou sur le… Non, il était déjà sur le Tour européen depuis quelques années. Et Romain jouait très très bien. Donc on a fait une année ensemble. Et ensuite j'ai basculé avec Raphaël pour différentes raisons là aussi. Voilà. Rien de particulier. Et depuis je suis avec Raph et ça se passe très bien. Donc hormis cette période un peu compliquée. D'accord. Alors, est-ce que on a balayé combien 35, 40 ans de vie pratiquement en 2-3 minutes? Oui, déjà 34. Hein, On va 34, donc on va 44. revenir sur les étapes clés. Le club où tu as grandi, c'est lequel?
Alors moi, mes parents ont développé ce golf qui s'appelle le golf de la Marsaudière, qui est en région parisienne dans le 77, à côté, pas très loin du golf d'Ozoir-la-Ferrière. Ça sera D'accord. plus simple pour situer, qui est un petit parcours champêtre. Il n'y a jamais eu, mes parents étant pas du tout du monde du golf. Mon père était plutôt chasseur, armurier et donnait des cours de tir. Et ma mère était cuisinière, donc s'occupait de la restauration de l'endroit. Et donc, étant pas trop du golf, ils n'ont pas su vraiment comment manager le golf. Et du coup, ça s'est arrêté un moment. Voilà. Mais j'ai voilà, ce petit 9 trous champêtre, c'était là où j'ai fait mes armes, un peu tout seul d'ailleurs. Et quelques pros qui passaient de temps en temps, qui me donnaient quelques conseils, que je remercie d'ailleurs, qui m'ont un peu épaulé. Et puis, non, assez autodidacte quand même, jusqu'au passage pro. Et cette rencontre avec notamment Jean Delgado, qui était le pro de, de Bordeaux-Lac, qui s'occupait de nous pour la formation et qui est décédé du reste cette année. C'était un grand malheur pour beaucoup parce qu'il a formé énormément de gens et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et des choses que je n'envisageais pas du tout dans le jeu de golf. Et ce qui m'a permis, je pense, par la suite de réussir à arriver au niveau que j'ai réussi à atteindre. Parce que avant j'en étais pas du tout capable parce que j'étais bloqué dans des systèmes qui étaient pas bons du tout, en fait. Voilà. D'accord. Donc, à quel moment tu es arrivé à Bussy? À quelle période? 2000, 98, enfin exactement 98, je rentre en formation. 99, je rentre à Bussy. Et jusqu'en 2007, ouais, 2007-2008 même. D'accord. Pendant toute cette phase-là où tu te formes en autodidacte, tu as quoi? Tu as des rêves de gloire? C'est quoi tes inspirations? Qu'est-ce qui. Bah, ouais, je suis porté par Ballesteros. Pour moi, c'était le héros quand j'étais gamin. Et donc, j'avais le Sachs Lasenger, j'avais les clubs, j'étais la petite panoplie du Ballesteros. Et ouais, je m'inspirais beaucoup de ces joueurs-là. Je lisais beaucoup, notamment un livre de chevet qui m'a. Après, c'est très discutable, mais au niveau pédagogique, qui m'a fait du bien et moins de bien, c'était le David Ledbetter, qui était un peu la référence à l'époque, et qui m'a amené un peu de son premier livre à découper le swing un peu en jambon. Et du coup, c'était un peu compliqué comme méthode. Mais ça a quand même apporté beaucoup de bonnes choses parce que les bases étaient saines. Après, voilà, il y a une interprétation qui n'était peut-être pas accompagnée d'un pro et qui faisait qu'elle n'était pas forcément aussi juste qu'il aurait fallu. Est-ce qu'il y avait déjà des circuits Grand Prix jeunes quand tu étais jeune et après qui t'ont permis d'avoir des repères justement et de voir en dehors du travail que tu faisais de ton côté, de voir dans la confrontation avec les autres ce que tu valais un petit peu sur le petit circuit amateur français? Disons que, ouais, alors, moi, il y a 30 ans maintenant, le début de mes compétitions amateurs en Grand Prix était complètement différent parce qu'à l'époque, on était sur un format où déjà, pour avoir accès à ces compétitions-là, il fallait être cadre d'handicap fédéral, comme on disait à l'époque. Donc, en fait, on sortait du circuit, on va dire, des compétitions loisirs. On avait à montrer patte blanche en quelque sorte en faisant un certain nombre de résultats dans l'année. On obtenait ce premier handicap qui était de cadre fédéral. Et ensuite, on évoluait uniquement sur les compétitions Grand Prix et internationaux, etc. Donc moi, à l'époque, j'ai acquis ce premier cap. Et ensuite, je me suis lancé plus précisément dans les Grands Prix. Donc là, tour de France des compétitions, parce qu'il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de Grand Prix jeunes, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc c'était avec les adultes. Et c'était donc après qualification au championnat de France, qui était du reste aussi plus simple parce qu'on avait uniquement une qualification directement la semaine du championnat de France. Et donc, moi, à cette époque-là, j'arrivais régulièrement à me qualifier pour la phase finale, que ce soit les championnats de France jeunes ou championnats de France messieurs. Mais après, j'ai jamais obtenu de titre ni réussi à passer des caps. Et je pense en grande partie par mon organisation, par le staff que j'avais pas, en fait, tout simplement. C'est pas la faute du Donc, staff, c'est qu'il n'y avait pas de staff, quoi. ouais, non, on peut rien reprocher à personne. Les gens qui ont essayé de m'aider, ils m'ont aidé avec les moyens qu'ils avaient. Et comme j'étais un peu seul dans la démarche, enfin, mon père m'aidait beaucoup, ma mère aussi, mais c'est vrai que c'était assez
es en autarcie, quoi. Oui, mais on se retrouve là parce que c'est notre démarche, justement. On veut accompagner Théo, mais il y a toutes sortes de choses pour lesquelles c'est clair qu'on n'a pas les réponses. Donc, si on ne va pas les chercher à l'extérieur, on va pas les inventer. Et, on a eu des remarques, je me souviens notamment Laurent Yokchis qui faisait la remarque que quand lui, alors il est un peu plus âgé que toi, mais lorsqu'il est arrivé à 18-19 ans, c'était assez ouvert quand même. Le passage d'un bon amateur pour devenir professionnel, c'était pas aussi sélectif que ça l'est aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'un parcours comme le tien, à ce stade, avant les étapes après où tu t'y es vraiment mis sérieusement, est-ce que ce serait possible aujourd'hui d'arriver pratiquement pro, un peu presque malencontreusement, quoi? Je dirais que oui, parce que si on parle que du jeu de golf, on peut avoir. Alors, je pense que l'accompagnement du pro est important pour ouvrir les perspectives sur la technique notamment et sur les moyens à développer pour acquérir un bon niveau. Ensuite, par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, à la différence d'avant, c'est que le sport s'est modernisé, le golf est devenu très sportif. Donc, ça a beaucoup changé. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas été un grand sportif quand j'étais jeune. J'étais golfeur et je n'étais pas sportif. Donc, je faisais un peu de trucs, bon, deux, trois bricoles, mais c'était vraiment pas assez. Euh, et, et par la suite, en fait, de par cette expérience d'enseignement, de par ces rencontres, etc., l'évolution du jeu, avec l'époque aussi de Tiger Woods, etc., c'est une révolution. Donc aujourd'hui, on ne peut plus du tout envisager les choses comme avant. Avant, on voyait je veux dire, Colin Montgomery, c'était un champion. Je pense qu'il n'a jamais vraiment fait de sport dans sa vie. C'était un tacticien hors du commun et un type qui tapait super bien la balle, mais c'était surtout un fin stratège et il jouait excessivement bien au golf. Maintenant, je pense que ces joueurs-là, alors il a un talent incroyable, hein, donc il aurait certainement été encore bon aujourd'hui, et il l'est du reste encore. Mais cette catégorie de joueurs-là a plus trop sa place, quoi. Mais par une exception Non, de temps en temps. non. Après, les exceptions, c'est des Arniel, c'est des gens comme ça qui, je dirais, sont tombés dans la potion quand ils étaient petits, quoi. En fait, ils étaient déjà armés avec des corps d'athlètes. Enfin, ça arrive à certaines personnes, hein. Ils mesurent 1,90 m, 100 kilos, c'est que du muscle. Forcément, ça part très loin. Donc, il y a besoin d'un entretien. Alors que d'autres pour lesquels, enfin, moi, je suis pas une, comment dire, une morphologie. Je fais 1,70 m, je ne suis pas particulièrement vite naturellement. Donc, ça nécessite un travail important si on veut réussir à rattraper le retard, parce que sinon, en fait, on est largué parce qu'aujourd'hui, notamment au niveau des statistiques, le stroke gain, Mark Brody nous en a appris beaucoup par cette étude statistique, puisqu'il il a démontré que clairement, un joueur comme McIlroy, par exemple, aujourd'hui, il a au minimum 4 coups d'avance au départ d'un tournoi. Et parce qu'il drive en moyenne 20 mètres, voire 30 mètres plus loin que la moyenne du champ. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, si on veut atteindre le plus haut niveau, alors il n'y a pas de discussion, il faut taper fort la balle. Il y a encore quelques exceptions, mais très franchement, elles disparaissent, c'est ridicule. Et si on veut ne serait-ce que réussir à jouer sur le Tour européen, parce que c'est le sujet, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre circuit si on veut gagner sa vie. Le Challenge Tour, on ne peut pas gagner sa vie sur Challenge Tour, ce n'est pas possible. Il faut cette qualité première et ensuite être très très bon sur le petit jeu, bien entendu. Mais ça demande un travail très spécifique. Donc oui, donc il y a cette nécessité qui revient régulièrement dans les échanges qu'on a avec les uns et les autres de pré-professionnalisation, ou en tout cas de structure du projet, avec constituer une équipe et identifier les personnes qui vont aider. Indispensable. Donc ton expérience, toi, t'a emmené jusqu'au Challenge Tour, c'est ça? Oui, j'ai fait une année sur Challenge Tour. Tu as expérimenté aussi des tours secondaires. On parlait les circuits satellites, on parlait de l'Alps Tour. Il y en a eu d'autres ou Oui, en fait, moi, j'ai commencé globalement, c'était 2003, la reprise du jeu, on va dire, remise en question et d'essayer de monter le plus haut possible. Donc, où là a été proposé
pas vraiment un circuit français parce qu'on avait peut-être 5-6 compétitions. Mais par contre, un Alps Tour qui était en développement, qui était dans ses premières années et qui proposait de faire entre 15 et 20 tournois avec les tournois du circuit français dans l'année. Donc, c'était quelque part suffisant pour démarrer. Ensuite, l'accès au Challenge Tour se faisait exactement de la même façon. C'est-à-dire les 5 du Tour satellite qui montent sur Challenge Tour, sinon par les cartes européennes, en passant au moins, en arrivant au moins à passer là. Enfin, il faut aller, en fait, en passant par les cartes, si on veut jouer au Challenge Tour, il faut aller à la finale des cartes et idéalement passer le cut. Sinon, on joue pas, on joue pas du tout. Donc, c'est un des paramètres de l'année qui est difficile. Je pense qu'il faut, dès qu'on a décidé de passer professionnel, avoir cet objectif-là en parallèle, en tête et être prêt au mois de septembre pour attaquer. Alors, septembre, octobre, en fonction de son niveau et de sa capacité à être passé directement au pré-qualif numéro 2. Mais globalement, c'est un objectif à part entière parce qu'aujourd'hui, on voit cette année, l'année dernière, on a vu Jean-Baptiste Gonnet qui a réussi à remonter sur le tour par ce biais. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Maintenant, est-ce que ça va lui permettre de jouer? Parce qu'il y a un problème de système de catégories qui sont compliqués. On rentre dans des petits tournois. Les petits tournois nécessitent des super performances si on veut réussir à marquer suffisamment de points. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus simple à la limite aux États-Unis parce que c'est un peu plus nivelé. En Europe, c'est plus compliqué. Il y a cette possibilité, effectivement, c'est Grégory Avray qui s'exprimait là-dessus il n'y a pas très longtemps avec les conséquences justement des modifications de calendrier de la saison compte tenu de la situation qu'on connaît. Et qui disait que, oui, certes, il avait une catégorie sur le Tour européen, mais qu'il allait sûrement pas pouvoir jouer de l'année parce que lorsque la saison allait reprendre, il y aurait tellement peu de compétition que le meilleur du champ serait là et que lui, arrivant juste derrière en termes de droit de jeu, il pourrait rentrer nulle part, quoi. Donc, il y a cette notion qui n'est pas anodine dans la gestion d'une carrière, de savoir quel niveau de droit de jeu on a obtenu. Oui, tout à fait. C'est vraiment, même dès le départ, quand on est même sur le niveau amateur, il faut commencer sérieusement à se pencher sur le calendrier, aux choix qu'on fait au niveau des compétitions. Commencer à penser assez vite, je pense, dès qu'on sent qu'on a un niveau qui le permettrait au ranking mondial, puisqu'aujourd'hui, on a des champions qui ont été numéro 1, numéro 2 amateurs, comme Victor, Alex Lévy, Romain Vattel, dernièrement. Maintenant, ou Jewanko en ce moment, qui est sorti du circuit amateur, mais qui était dans les meilleurs mondiaux. Aujourd'hui, c'est une vraie référence. Maintenant, on se rend compte aussi que ce n'est pas automatique. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on a une super carrière amateur qu'on va nécessairement y arriver. Il y a plein de joueurs qui passent à côté de leur carrière professionnelle pour plein de raisons différentes. En tout cas, la gestion du calendrier, l'organisation, les choix, commencer à réfléchir en termes de points à l'année mondiaux, ça amène quand même à cette réflexion professionnelle et elle est indispensable. On ne peut pas faire autrement. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs joueurs sur des néo-pros et d'être effectivement parfois surpris du fait que il n'y a pas eu vraiment de préparation, d'approfondissement de comment ça marche le système, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on projette de faire la première, la deuxième, la troisième année. Et moi qui viens de l'entreprise, on planifie un petit peu, quoi. Quand on démarre, on a beau dire on va prendre les choses étape par étape parce que de toute façon, on ne va pas imposer sa volonté sur les faits et sur la réalité. Mais n'empêche qu'on part avec un plan et on a une idée de ce qu'on va faire à 2 ans ou à 3 ans ou à 4 ans avec les investissements qui sont liés, avec le renforcement de l'équipe, et c'est quelque chose qu'on n'observe pas forcément systématiquement dans des jeunes carrières pro qui arrivent un peu sur le circuit pro en n'ayant pas de plan, pour ainsi dire. Oui, franchement, oui. Moi, c'est ce que j'ai pu constater aussi. C'est-à-dire qu'il y a… Alors, pour parler, on va dire, des seconds couteaux qui se débrouillent bien, qui jouent bien, malheureusement, il y en a beaucoup, effectivement, ils n'ont pas de plan. Très clairement, ils partent un peu la fleur au fusil en se disant « je joue bien, on verra bien, avec un peu de chance, ça va le faire ». Sauf qu'il n'y a pas de chance aujourd'hui. Il n'y a plus de chance, il faut un programme, il faut quantifier les besoins, les sommes que ça représente et fixer des objectifs. Ne serait-ce qu'au meilleur niveau, aujourd'hui, on se rend compte que
il y a dans la professionnalisation et dans dans la recherche de résultats, aujourd'hui, autant avant, on pouvait jouer un circuit professionnel en se disant je vais jouer tous les tournois, en tout cas le plus possible en fonction de mon organisation, mes préférences de jouer 3-4 tournois de suite maximum, etc. Et puis, je marquerai des points, je verrai bien. Aujourd'hui, avec les différences de dotation, notamment sur le tour européen, on se doit d'être prêt à des moments clés. Donc, on se doit, comme un sportif, comme un athlétisme, comme dans l'athlétisme, comme dans plein de domaines comme ça, se dire, voilà, j'ai les JO tel jour, et ben, c'est ce jour-là qu'il faut être bon. Et quelque part, les meetings, ils vont me servir à me préparer aussi. Donc, je ne vais peut-être pas passer la barre, je ne vais peut-être pas courir aussi vite que je voudrais parce que je suis dans une phase d'entraînement qui est un peu particulière, qui va peut-être diminuer ma vitesse parce que ce n'est pas le moment, mais pour être meilleur plus tard. Et aujourd'hui, on commence à aborder ça au niveau du golf. Et moi, je trouve que c'est indispensable parce qu'effectivement, si on n'a pas de plan, clairement, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Ça passe par là. Donc, il y a dans la notion de plan, c'est aussi des notions de préparation mentale aussi, puisque ça en fait complètement partie. On ne va pas du tout aborder les objectifs ne vont pas être les mêmes en fonction des compétitions. Et il faut savoir en même temps avoir ce recul quand on arrive à l'événement, de se dire, bon voilà, un peu comme Usain Bolt, bon voilà, je suis au JO, le boulot il est fait, allez, c'est les JO, c'est la fête, on va courir samedi prochain. De toute façon, ce n'est pas cette semaine que je vais courir plus vite. Donc maintenant, ou j'ai fait le travail avant, ou je ne l'ai pas fait. Si je ne l'ai pas fait, eh ben, de toute façon, ce n'est pas cette semaine que ça va changer. Par contre, si j'ai fait mon travail, que j'ai organisé tout ça, je suis prêt, donc c'est moi qui vais gagner, quoi. Oui, il y a vraiment avec cette approche d'organisation, de professionnalisation, il y a un décalage de l'attention entre le résultat qu'on obtient, qui serait censé être le verdict de dire bah, si j'ai un bon résultat, c'est que ce que j'ai fait était bien, plutôt que bah non, c'est qu'est-ce que j'ai fait en construisant quoi et est-ce que ça correspond à l'étape à laquelle je voulais être pour l'objectif final, qui n'est pas forcément effectivement de gagner ce Grand Prix-là ou de gagner cette compète-là ou même de faire un top 10, mais peut-être d'avoir testé de nouveaux trucs pour voir comment ça marche en vue du grand rendez-vous. Ouais, c'est pas du tout la même. Comme on peut très bien se servir au niveau amateur, se dire bon voilà, je veux être bon au championnat de France au mois de juillet pour les jeunes, par exemple. Je vais faire un certain nombre de compétitions avant. Il y en aura des plus ou moins importantes, avec des internationaux, très certainement, des choses comme ça. Par contre, je vais avoir des grands prix, peut-être à coacher chez moi, celui de mon club, etc. Ça serait très chouette de gagner, c'est super. Maintenant, ce n'est pas le moment. Cette semaine-là, je suis dans une phase de travail où je suis, je dis n'importe quoi, concentré sur des choses techniques au niveau de mon jeu. Ce n'est pas le moment de sortir de ça parce qu'il y a une compétition. Je continue à faire mon boulot. Parce que j'ai besoin de mettre en place quelque chose de particulier dans ma technique et je l'appréhende comme ça. Et donc, je fais le choix d'accepter aussi que cette compétition, c'est pour me mettre dans les conditions de jeu, mais c'est aussi un moment où je vais accepter que ça ne va peut-être pas se passer aussi bien que je voudrais, ou en tout cas, je ne vais pas jouer aussi naturellement que je le souhaiterais. Ouais, se dégager de ce résultat, ce n'est pas forcément. C'est pas évident parce qu'on veut toujours gagner. Encore plus dans une petite compétition, on a envie d'être présent, etc. Mais il faut savoir accepter ça parce que de temps en temps, il faut aussi ce qu'on fait à l'entraînement, à un moment donné, l'éprouver en compétition pour voir si ça marche, si j'arrive à le mettre en place. Et il y a rien de mieux qu'une entre guillemets, hein, une petite compétition dans son calendrier parce qu'on arrive quand même au départ du 1 avec l'envie quand même de bien faire, de ne pas être ridicule par rapport à son niveau. Et d'autant plus dans des compétitions qui, certaines fois, ça peut être un petit, excusez-moi du terme, mais un petit Grand Prix et où on va arriver un peu en leader du truc. On dit, ah, lui, il va encore gagner et tout. Et puis, en fait, on est dans une phase d'entraînement. Il faut accepter que ça sera peut-être une semaine où on fera le top 10. Et puis, après tout, c'est pas si mal. Enfin, l'objectif ne doit pas être là. Il doit être sur qu'est-ce que je travaille, est-ce que j'ai réussi à le mettre en place, qu'est-ce que j'ai fait pour ça et réévaluer à chaque fois son plan pour réorganiser les choses et savoir où j'en suis, quantifié. Oui, d'autant plus qu'il y a des choses qu'on teste à l'entraînement, qu'on a besoin de tester en compétition, mais idéalement, ce n'est pas le jour de la compétition qui compte la plus de l'année qu'on va tester un truc nouveau qu'on n'a jamais éprouvé justement en compétition. Donc, Oui. les petites compétitions sont là pour ça, justement, pour voir si ça marche ou pas. Et si ce n'est pas le cas, bah, on change de plan et on se… Oui, complètement. Je prends un exemple tout bête. Le joueur qui décide de passer de 3 wedges à 4 wedges parce que
il était sur une base pitching wedge 52-58, par exemple, et que d'un coup, il a des nouveaux clubs où il a envie de passer à des clubs un peu plus importants et du coup faire je dis n'importe quoi, pitching wedge 50, 54, 58 ou autre, c'est un changement important dans son wedging. Il y a un moment, il faut qu'il le teste quand il est en tournoi, est-ce qu'il est à l'aise, etc. Parce qu'à l'entraînement, quand on tape des balles, bien sûr que le 54 qu'on va rajouter dans le sac, on va l'appréhender facilement. On dira, tiens, c'est bien, j'arrive à gérer mes distances, etc. Par contre, quand on est en tournoi et qu'il faut ce coup de 54 l'envoyer à 92 mètres avec le bunker devant et tout et être performant, parce que c'est un moment où il faut être performant, c'est pas le moment de se poser des questions. Il faut être bon, c'est tout. Et ça, on peut que le tester dans des compétitions. Et pour justement, sur les événements importants, arriver et se sentir capable d'être précis et de répondre aux questions avec cette nouvelle gamme de wedge dans le sac. Alors, à quel moment est-ce que tu te dis que l'aventure de joueur est arrivée à sa fin? Ça vient tout naturellement ou il y a des déclics, ou il y a un moment particulier où tu te dis, voilà, il faut passer à autre chose? Moi, j'ai repris le jeu en 2002. Enfin, 2002, septembre 2002, j'ai cet accident. En 2003, je reprends le jeu. 2004, j'arrive à faire 2-3 résultats qui me donnent envie de continuer. Et puis, j'arrive vite en 2006, je crois, où j'arrive à… En fait, je suis à la place un peu de l'imbécile pour monter sur le Challenge Tour. Il faut réengager une année sur l'Alps Tour. Ça fait déjà 3 ans que j'y suis. C'est compliqué. Je vais avoir un enfant. Enfin bon, c'est terminé. C'est terminé. Et puis, je me suis pris trop tard par la suite. J'avais déjà 30 ans. Enfin, c'était terminé. Après, il ne faut pas trop rêver non plus. Il y aura toujours des exceptions. Je pense au Coréen là, incroyable, qui était pêcheur à 17 ans et qui a son swing incroyable et qui va gagner au Japon, qui est invité en Europe, aux États-Unis, etc. Enfin, lui, c'est un conte de fées. Ça n'existe pas. Ouais. Alors génial, hein, bravo. Donc, ça ne sert à rien de se mettre à la pêche pour se dire après, je vais devenir. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas. D'accord. Non, c'est terminé. Et, et oui, et ces années de pro, où tu dis que tu es sur le Challenge Tour, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'on ne gagnait pas sa vie sérieusement en dehors du Tour européen. Est-ce que c'est quelque chose que tu as géré enfin, correctement et qui enfin, tu n'as pas rencontré de problème particulier pour financer justement ces saisons, où ça a été chaque année voilà, un gros boulot pour arriver à financer la saison suivante? En fait, moi, j'ai toujours enseigné, même en jouant. Donc, j'ai eu la chance que Lucie me laisse la possibilité de faire mes tournois en même temps que j'enseignais. Mais voilà, petite anecdote, la semaine où je me qualifie pour jouer l'Open de France, j'avais pas rayé mon agenda le samedi-dimanche. J'ai raté le cut et samedi matin à 9h, je donnais des cours. Donc, voilà, je vivais comme ça. Donc, dès que j'organisais le temps comme ça. Donc, forcément, moins de temps pour s'entraîner, moins de temps pour arriver tôt au tournoi et préparer les choses comme il fallait. Des périodes où j'aurais dû faire un travail que je n'ai pas fait parce que je ne pouvais pas. Cette rentabilité est liée à l'enseignement. Et ensuite, bien sûr, les programmes, enfin, la course à l'argent tout le temps pour essayer de trouver 100 € par-ci, 200 € par-là, etc. Après, la chance, de par ces résultats, de rencontrer des gens qui m'ont aidé. Donc, j'ai eu une période quand même où j'ai eu un peu de souffle parce qu'on m'a sponsorisé, on m'a aidé beaucoup. Donc, je remercie d'ailleurs Vincent Rignier et de Gardena à l'époque et Monsieur Quilin d'Olympus à l'époque qui m'ont beaucoup aidé parce que sans eux, je pense que je n'aurais pas réussi à avoir la liberté que j'ai réussi à avoir grâce à ça. Et par la suite, forcément, à un moment, c'est trop compliqué. Il y a trop de charges fixes. Je suis à un âge où je suis parti de chez mes parents et donc j'ai mon appartement, j'ai voilà, ma voiture, mon ceci, mon cela. Et donc à un moment, tout ça, c'est de l'argent qu'il faut gagner. Et l'Alps Tour, voilà, moi, quand j'ai fait mon année correcte, on va dire, j'ai gagné, je crois que j'ai gagné 25 000 €. Ça a dû m'en coûter 40. Donc il fallait trouver les 15 000 restants, sans compter la vie de tous les jours. Ouais. Oui, ça devient presque un mi-temps de financer la saison, quoi.
Il faut un vrai travail. Après, je pense vraiment que la place aussi du manager est importante. Alors, le manager peut être au début une aide familiale, les parents ou un proche qui va un peu gérer cette partie-là parce que c'est un peu il a cette capacité à gérer ça, à justement établir aussi le plan, euh, euh, aussi établir les opportunités, développer les opportunités pour trouver de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand on débute une carrière, qu'on soit amateur ou pro, la seule chose qu'on peut apporter, c'est rendre des journées, c'est passer du temps avec ses sponsors, c'est créer, pourquoi pas, des stages, des initiations pour les entreprises avec qui on travaille. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, par contre, il faut offrir quelque chose de concret. On peut pas, on n'est pas Raphaël Jacquelin. C'est pas de l'image, quoi. C'est pas Ah avec de non, l'image qu'on va aller chercher de l'argent, quoi. zéro Ouais. image, on vend rien du tout. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Donc, il faut trouver des solutions. Et là, le manager, entre guillemets, est très important parce que lui, il a un rôle essentiel sur aussi l'organisation du calendrier, aider à trouver de l'argent, à trouver les bonnes idées pour trouver de l'argent. Et c'est indispensable. Indispensable. Sinon, on ne peut pas. Alors, le Challenge Tour, c'est encore un niveau au-dessus, mais c'est presque pire. Parce Ça que coûte plus cher, ça va plus loin, ça. bah, ouais, on est amené à aller jouer dans le monde entier. Et avec des tournois qui coûtent facilement 2 fois plus cher que l'Alps Tour, et sur lequel, là, très clairement, voilà, aujourd'hui, je crois que c'est encore le cas. Là, quand on fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que 20e, on doit gagner 2000 € du Challenge Tour. Donc, déjà, si on fait 20e toute l'année, on joue très, très, très bien au golf, hein. Ouais. Et on gagne pas rond. Ouais, on Donc, paye même pas les frais, quoi. voilà. Puis, enfin, moi, à l'époque, d'autres copains aujourd'hui encore, quand je discute avec eux, ils sont sur le Challenge Tour et c'est compliqué d'avoir ne serait-ce que des clubs. Ouais. Ne serait-ce que dire, ah bah, il faut que je change mes wedges, ça devient tout de suite une complication avec les marques. Ils vont dire, ah ouais, mais tu as déjà eu ta dotation pour cette année. Bon, ok, on va peut-être t'aider ou peut-être pas, etc. Donc, à un moment, être peut-être obligé d'aller acheter ces clubs, ce qui peut paraître aberrant, mais c'est le cas sur pas mal de joueurs qui sont sur le Challenge Tour, hein. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Et la difficulté à planifier, parce que moins on est moins on est bien classé, donc moins on a de certitude de rentrer dans les tournois, le plus on est parfois prévenu, enfin en tout cas on a la confirmation 3 jours avant qu'il faut aller en Afrique du Sud pour s'aligner sur un tournoi, alors qu'on n'était même pas sûr d'y entrer. Donc là, pour le coup, les billets d'avion, les machins, etc., on paie tout ça au prix fort, parce que c'est difficile de prévoir trop longtemps à l'avance, pour le coup. Oui, oui, tout est à l'avenant. Moi, ayant réussi à avoir ma catégorie par la finale des cartes, où j'ai pas passé le cut, j'avais la première catégorie du Challenge Tour. Donc, je passais vraiment en dernier. Et j'ai été appelé toute l'année, quasiment, dans le meilleur des cas, le vendredi ou le jeudi de la semaine d'avant. Et dans le pire des cas, j'ai eu des appels le mardi matin en me disant, bon, tu viens en Italie cette semaine ou pas? Euh, Bah oui, j'arrive. Sauf que là, du coup, c'est arriver le mercredi, aller marcher le parcours, pas de reconnaissance parce qu'il y a le programme. Et jeudi matin, c'est parti en avant en espérant que ça va bien se passer. Mais organisation zéro. Maintenant, il faut s'y attendre. Ça marche comme ça, donc il faut aussi savoir pallier à tous ces inattendus. En fait, ça fait partie du jeu. Mais au même titre que on n'aime pas jouer dans des mauvaises conditions, bah, ça va arriver, hein. Il va falloir se débrouiller, hein. Oui, l'adaptation, c'est Christian Sévère qui lui disait justement que l'adaptation à toutes ces conditions, effectivement conditions de jeu, mais aussi parfois conditions extrasportives, Mm. c'est parfois, même souvent, ce qui faisait la différence entre le gars qui arrivait à mener une carrière, une longue carrière, et celui qui tenait 2-3 ans et puis qui était contraint d'arrêter parce que voilà, sa difficulté à gérer ces aspects-là faisait que ça devenait invivable, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, et puis après sur le fond, je suis entièrement d'accord et Christian est bien mieux placé que moi pour en parler. Après, je pense que c'est vraiment un choix de vie en fait. C'est vraiment une voie dans laquelle on se lance et on se dit voilà, moi je veux être joueur professionnel de golf, je veux atteindre tel niveau et donc je consacre ma vie à ça. Et donc il y a des sacrifices à faire. C'est comme ça. On est tous joueurs ou même enseignants, etc., dans cette passion et dans ces envies qu'on a envie, qu'on veut développer. On va rater plein de choses. Moi, j'ai plein de mariages de copains auxquels j'ai pas été, plein de
de baptêmes, plein de repas de famille, etc., où j'étais pas là parce que mon métier, c'était ça et c'était mon choix. Donc, ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire. Et on ne peut pas, malheureusement, joindre les deux. Donc, il y a un côté social, il y a un côté technique qui fait que voilà, il faut être passionné, il faut avoir envie et il n'y a pas de… Il y a des choix à faire et puis des choses qu'on va pas faire. C'est comme ça. C'est la grosse césure entre même le plus haut niveau amateur, où ça reste un hobby, ça reste un loisir, même si on le pratique à très haut niveau et qu'on est très talentueux, ça reste un loisir. Et le monde pro, où là, c'est un métier, et donc du coup, il y a des engagements, il y a des responsabilités, il y a un prix à payer, comme tu dis, des sacrifices à faire. Et une fois qu'on est engagé dedans, c'est difficile de rester entre les deux, quoi. Oui. Bah, en plus, moi, ça me fait penser que le golf a cette particularité quand même que la capacité technique de joueurs peut leur permettre d'être très bons sans faire grand-chose. Ça arrive, il y en a plein. Ils sont doués, ils ont compris des choses aussi que d'autres n'ont peut-être pas compris. Et du coup, ils ont cette capacité à scorer et à être bons. Et pourtant, ils ne font pas de sport, ils ne font pas plus d'entraînement que ça, etc. Moi, je sais que notamment en amateur, encore plus, j'ai fait un nombre de parties avec des gars ou même des nanas qui avaient des capacités, y compris plein de choses, et qui faisaient qu'ils étaient très, très bons. Et vraiment. Et du coup, sans forcément développer un travail colossal derrière. Alors, la difficulté, c'est ça. Quand on a un projet, qu'on a des entraînements, qu'on se tient à une discipline, une organisation, c'est difficile de temps en temps de perdre contre ces gars-là. Mais maintenant, c'est pas grave en soi. Il faut apprendre d'eux, au contraire. Il faut dire, mais comment il fait pour être aussi bon en s'entraînant aussi peu? Donc, ça veut dire qu'ils s'entraînent bien. Comment ils s'entraînent? Il faut s'intéresser à ce qu'ils font parce qu'ils sont ultra intéressants, ces gens-là. Comment ils font pour être bons alors qu'ils en font à la limite 2 fois moins que les autres? Et là, on a des solutions. Alors, bien entendu, dans le lot, il y en a qui tapent très, très fort naturellement. Donc, forcément, ils ont des points d'avance. Mais il n'y a pas que ça. Après, ils puttent bien, ils chippent bien, ils ont un bon jeu de fer et tout. Donc, à un moment donné, ils ont développé des capacités autrement. Et au golf, de temps en temps aussi, on a moi, ça m'est arrivé plein de fois l'hiver de me détruire, en fait. Nous, on était dans une époque, avant l'avènement Trackman, etc., où on était vidéo à fond. Je passais des hivers à taper des balles en regardant le swing, etc. Et sorti de là avec… alors, les images étaient très jolies, incapable de jouer au golf. Et du coup, bah, hop, on va arrêter tout ça parce que là, je ne peux plus jouer, en fait. Donc, c'était joli, mais ça ne servait à rien. Donc là, l'entraînement a servi à rien. C'était nul. Il a servi à faire des belles vidéos, ce qui est pareil. Aujourd'hui, ça permettrait presque de gagner sa vie, ce serait pareil. C'est ça. Et hop, c'est joli, c'est très bien. Mais bon, des jolis swings, il y en a plein les practices. Il y en a plein. Des bons, pas tant que ça. Des mecs qui sont efficaces et tout, on le voit. Vraiment, enfin, des Français qui auraient pu être vraiment des super joueurs de golf avec des capacités hors normes dans plein de domaines, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Vraiment, des mecs qui avaient tout plein de qualités, mais à un moment donné, je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire le lien sur plein de domaines qui font qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le niveau qu'ils voulaient. Et pourtant, ils ont été bons, Challenge Tour, pour certains montés sur le tour, redescendus, etc. Mais il y a un truc qui s'est passé qui n'a pas suffi. Et pour certains, il y a moins de boulot et pourtant, ils y arrivent. Enfin, quelqu'un comme… Moi, je l'ai vécu. Un Colin Montgomery qui arrive notamment à Cran-sur-Sierre. À l'époque, il y avait un filet de practice pour les amateurs qui était au côté du départ du 1. Le practice est à l'autre bout du monde, il faut prendre la navette et tout. Lui, il n'y allait pas. Il allait dans son filet, il tapait ses 10 balles et il partait au départ du 1. Alors, il faisait son échauffement, bien sûr, avant et tout. Il faisait un peu de putting, un peu de chip et hop, on avance. Et le mec gagne. Il dit, bon, bah là, il a compris quelque chose que je n'ai pas compris. ou peut-être dans certains cas, pas trop à comprendre parce que, il y a effectivement des gens qui portent un talent, ça joue aussi. On n'a pas parlé justement de la partie enseignement. Tu as identifié ça quand même comme un moment fort, ta rencontre avec l'enseignement et avec des coachs qui t'ont ouvert des voies, etc.
Est-ce que la pratique de l'enseignement que tu poursuis jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que tu as mis ça entre parenthèses? J'ai toujours continué en fait. Même dans une période où j'étais plus trop dans le golf, je continuais quand même à donner des cours avec quelques élèves. Mais moi ça me plaît en fait. Le fait de transmettre, de trouver des solutions pour les gens, réfléchir à comment est-ce qu'on peut réussir à dépatouiller, trouver une solution pour mieux driver, etc., ça me plaît. Donc le contact aussi humain est intéressant. Donc, du coup, c'est devenu assez passionnant en parallèle du jeu. C'est pour ça aussi que j'ai jamais vraiment lâché euh, l'enseignement à la période où je jouais. Parce qu'au-delà de la rémunération que j'avais, c'est que ça m'animait aussi. Et du coup, c'était un vrai plaisir à chaque fois de retrouver les élèves. Et puis à Bussy, on avait on avait la chance d'avoir tous les niveaux. Donc, on pouvait aussi bien faire un entraînement d'équipe avec des gamins qui jouaient très très bien, et puis après se retrouver avec Madame Dupont qui débute le golf et voilà, qui a 60 ans et qui n'a pas du tout les capacités de Louis qui est au practice et qui a 12 ans et qui joue déjà fabuleux. Mais c'est passionnant de trouver des solutions. Comprendre comment est-ce qu'elle va réussir, elle, à enlever un peu son slice, à faire décoller la balle un peu plus loin. Et puis, dans l'heure d'après, dire, bon, attends, alors là, ouais, tu mets un peu trop de draw, il faut qu'on arrive à être plus précis sur ton driving. Voilà, on passe du On coq à change l'âne, quoi. d'univers, ouais. Et du coup, oui, ce côté rafraîchissant de sortir de l'univers du joueur qui est concentré sur sa performance, sa préparation, ses résultats, et tout en restant dans le golf, de sortir de ça en s'intéressant au jeu de quelqu'un d'autre, et du coup, voilà, en décalant un petit peu le focus et en s'aérant un peu l'esprit en le faisant peut-être. Ouais, bon, de toute façon, en fait, chaque expérience est intéressante parce qu'elle va permettre d'apporter de nouvelles choses, nouvelles expériences, peut-être nouvelles solutions. Et du coup, même le partage avec les autres pros, de temps en temps, des discussions. Bonjour, en ce moment, bon, c'est un peu particulier, on ne peut pas travailler, mais en tout cas, on nous propose un tas d'informations à disposition. Donc, des formations qui vont de Trackman à Sampot Lab, en passant par Capto, de la préparation mentale, j'en passais des meilleurs et tout. Et c'est un peu de la révision pour beaucoup. En tout cas, moi, c'est plus de la révision parce que j'ai toujours essayé de suivre un petit peu l'évolution. Maintenant, malgré cette révision, il y a quand même plein de trucs où je me dis, tiens, mais ça, je ne l'avais pas interprété comme ça, donc c'est super intéressant en fait de voir ça comme ça. Ou alors un intervenant qui va présenter les choses différemment et où du coup, ça va faire tilt et dire, ah mais ouais, mais dis donc, c'est pas idiot de réfléchir les choses comme ça, j'y avais pas pensé. Et du coup, ça fait évoluer les choses et de temps en temps, c'est en leçon en disant, tiens, bah, si on essayait de faire ça, bah, ah, c'est pas idiot de faire ça, ça peut être pas bête, j'avais pas pensé avant. Ou alors, je n'ai pas osé le faire avant. Et finalement, c'est une super solution. Donc, et qui peut se rapporter après, quand on est en discussion avec Raph et tout, et dire tiens, bah, regarde, l'autre jour, on a parlé de ça, peut-être que si on essaye ce truc-là et tout, et puis alors, c'est compliqué avec Raph parce qu'il a une expérience, il a tout testé, je dirais, entre guillemets, mais il, malgré tout, ça permet d'ouvrir des perspectives et des discussions. Donc, ça, c'est super intéressant. Et alors, justement, alors, pour faire la transition avec le métier de caddie, est-ce que toi, en tant que joueur, tu as eu, j'imagine, des caddies à certains moments, et donc, quelle était ta vision de ce rôle et de ce métier avant de passer de l'autre côté, de ton côté, ce qui me concerne? Alors, non, moi, j'ai jamais eu la chance de pouvoir m'offrir un caddie et un accompagnement. Donc ça, je pense que si on a le budget, les moyens, je pense que c'est arriver à un certain niveau. Hein, c'est rien de le faire trop tôt, mais arriver à un certain niveau, ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment un soutien dans tous les domaines. Maintenant, l'appréhension que j'en avais, pas grand-chose. Je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Euh, pour moi, ça a été longtemps un peu le vieil anglais qui est là et qui voilà, file un peu de conseils, qui est un peu le Guy les bons tuyaux, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Il y a une vraie, il y a il y a un vrai apport du caddie aux joueurs. Donc après, c'est comme tout. Nous aussi, ça peut nous frustrer de temps en temps. Je me souviens pas plus tard qu'il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus,
Lee Westwood qui gagne le Netbank un des Rolex Series de fin d'année avec sa femme. À un moment donné, sa femme elle joue certainement au golf un petit peu, mais voilà, elle a pas forcément les compétences qu'on peut apporter. Et pour autant, il gagne avec elle. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, je reste persuadé qu'elle lui a apporté beaucoup de choses au niveau du soutien psy, au niveau de sa présence, c'est qu'ils ont formé un bon duo à ce moment-là. Même pas plus tard que le dernier tournoi qui a été gagné. David Drysdale, qui est avec son épouse aussi depuis maintenant au moins 2 ans, a gagné avec elle, enfin a fini en playoff et a perdu contre l'Espagnol, je me souviens plus de son nom, bref, sur le playoff. Et de la même façon, on a une super team qui est sur le tour européen avec l'Écossais, comment il s'appelle déjà bref, je sais plus, j'ai un trou de mémoire là aussi, mais qui est avec son fils depuis 2 ans. Et il a gagné en Inde l'année dernière. Donc, tout est possible. Maintenant, une chose est sûre, c'est que même si ces gens-là paraissent ne pas faire partie du monde des caddies, entre guillemets, ils le sont quand même parce ils font le boulot, ils font le travail pour trouver les solutions avec les joueurs pour apporter une performance. Donc quelque part, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Euh, c'est un apport. Après, on va pas révolutionner le jeu. On va peut-être apporter, faire gagner 1 point, 2 points dans le meilleur des cas sur une partie en règle générale. On va pas non plus révolutionner les choses. Par contre, on a un soutien. On est là aussi pour rapporter les statistiques, pour en discuter, essayer de réfléchir à comment on pourrait être meilleur, tout simplement, et analyser un petit peu tout ça. Et le pro ne peut pas être tout le temps avec le coach derrière lui. Donc, on est aussi là pour valider un certain nombre de choses. Avec Raph, on est tout le temps en train de filmer, en train de faire des exercices ensemble. Il me demande de checker des choses que le coach lui a demandé, etc., etc. Donc, il y a toujours. Il va me parler de comment il va préparer comment il travaille avec son préparateur mental, les discussions qu'il peut développer, les choses auxquelles il faut faire attention et trouver les solutions de discussion pour réussir à envisager le meilleur discours sur le parcours. Oui, c'est très. Parce que moi, pour avoir cadillé, parce que au début, bah, c'est le copain, c'est le papa, c'est la maman, etc. Mais justement, dans des échanges qu'on avait, notamment avec son coach, Guillaume Biojo, il y avait cette appétence du coach de dire qu'est-ce que vous avez vu et même de discuter ensemble pour dire voilà, comment j'aimerais que vous le regardiez et quel genre d'informations vous pouvez me ramener que lui, dans son feedback de joueur, ne va pas pouvoir l'avoir perçu comme ça ou senti comme ça. Et le fait d'avoir ce regard extérieur qui vient donner un feedback supplémentaire sur la performance du joueur, bah, ça aide le joueur, ça aide le coach, ça aide tout le monde à se nourrir de ce qui s'est passé en compétition, alors que sinon, ça se perd un peu. Ah, bien sûr, bah, disons que le joueur, il ne va pas être objectif, hein, très souvent, parce qu'il a ses sensations, il a ses impressions, etc., etc. Nous, on se doit justement d'être alors le caddie pro ou pas pro, le copain, le ceci, etc. Si à un moment donné, il a un travail un peu régulier avec le joueur, il se doit de réussir à être très pragmatique, à dire voilà, voilà ce qui se passe, comment il rate les balles, quelle situation il a des difficultés, quelles sont les choses qui marchent très bien aussi, sur lesquelles ce serait mieux de peut-être pas trop se prendre la tête, et d'autres choses sur lesquelles non, là, ça va pas du tout, il faut trouver d'autres solutions. Et donc là, il a un rôle super important. Et notamment, alors Guillaume, c'est exactement ça. Il a besoin de cette personne qui accompagne parce que c'est un regard extérieur qui est neutre et qui va, en tout cas dans la mesure du possible, avoir le moins d'émotions possible. Et juste dire, voilà, bah oui, voilà les stats, elles montrent ça. Moi, ce que je vois, c'est ça. Ses préparations, je dis n'importe quoi. Il a travaillé la routine avec Guillaume, etc. On a décidé de procéder d'une certaine façon. Bah voilà, j'ai remarqué en étant un peu attentif que de temps en temps, il ne respecte pas forcément le processus. Et du coup, bah, comme par hasard, il y a de moins bons résultats. Ou alors, il a essayé quelque chose de différent, je ne sais pas pourquoi, et ça a apporté quelque chose de positif. Donc, du coup, c'est très, très important ce retour. Et ensuite, alors, ce qui est plus compliqué là pour le rôle du caddie quand il va
être avec le joueur en compétition, c'est de réussir à justement être cette personne neutre qui n'a pas d'émotion, qui va le laisser dans le moment présent, qui va l'accompagner, qui va comprendre comment il fonctionne aussi, parce que le coup du allez, c'est pas grave, on y va, allez, on se bagarre et tout, et des joueurs que ça peut énerver tout simplement, et c'est peut-être pire en fait. Et il faut savoir un peu. Alors certains, ça les motive, c'est super, et d'autres, alors non, alors, tais-toi, laisse-moi tranquille, je veux plus te parler. Donc, et du coup, il faut pas que ça arrive, idéalement. C'est pour ça. Donc c'est Est-ce que le fait d'avoir été joueur de haut niveau quand même sur le Challenge Tour, est-ce que ça t'a aidé quand tu es passé, par exemple maintenant quand tu qualifies Raphaël, est-ce que ça t'aide pour quand vous êtes dans des situations pour être présent, pas présent, parce que est-ce que tu comprends ce qu'a besoin le joueur au moment même? Oui, 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 bah oui, parce que justement, cette expérience, ça m'a permis de vivre les situations, alors à un autre niveau, mais finalement, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on fasse la compétition le dimanche, le départ du 1, malheureusement, pour le gars qui est 24 et qui arrive à sa compète, il vit la même chose que le mec qui arrive au départ du 1 de l'European Tour à Dubaï. Hein. Faut pas trop se faire d'illusions, ça reste un être humain. Hormis quelques exceptions, bon, où j'imagine son premier Masters, la Ryder Cup, c'est encore une autre échelle, mais globalement, c'est le cinéma qu'on se fait dans la tête. Mais effectivement, ce cinéma, l'avoir vécu, on apprend beaucoup les choses. Et puis le fait d'avoir travaillé dessus, d'essayer de trouver des solutions et donc de comprendre un peu plus ce qui se passe. Et après, sur le côté technique, le regard sur de temps en temps des coups permet de dire ah bah moi je le vois comme ça, toi tu le vois comme ça, ok, les dangers qu'on peut avoir à jouer comme ça, etc. C'est beaucoup plus simple. Après, des choses plus bêtes mais importantes, c'est que l'utilisation d'un carnet de parcours, moi je l'ai fait pendant 20 ans avant de me retrouver caddie. Donc, quand je me retrouve avec le truc dans les mains, je ne suis pas là à me dire oh là, c'est quoi ce truc-là. Et au contraire, j'ai l'habitude. Donc, c'est tout ça. Et bien entendu que c'est beaucoup plus simple. Et ça permet d'aider. Et est-ce que le fait d'avoir, comme on le disait juste avant, l'expérience de l'enseignement, ça aide à pas, pour le coup, basculer de l'autre côté, c'est-à-dire à trop transposer ton expérience de joueur, ta psychologie de joueur à celle du joueur que tu accompagnes, alors qu'elle est peut-être différente. Et ton expérience de l'enseignement, justement, te permet de prendre ce recul en disant bah non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui fonctionne différemment. Et mon accompagnement doit s'adapter à qui il est plutôt que moi, comment je vivrais cette scène, cette situation en tant que joueur. Ça, je pense que c'est certainement la qualité la plus importante pour le caddie, c'est qu'on est au service du joueur. Donc, on n'est pas là pour dire il faut faire comme ça. On est simplement là pour donner des solutions, engager une discussion. De temps en temps, on peut ne pas être d'accord, mais on échange et on essaie de trouver un commun accord et que le joueur soit dans de bonnes dispositions pour taper le coup, parce que c'est l'objectif numéro un, c'est qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour taper le coup sûr. Et l'objet numéro un, c'est au service du joueur. Donc, il faut laisser de côté complètement, quelque part, un peu sa personnalité de joueur, en tout cas, pour justement laisser le joueur s'exprimer dans ses valeurs, dans son fonctionnement. Et ça, c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est une vraie chose qu'il faut développer. Et quelqu'un qui serait trop... qui prendrait trop le parti de vouloir faire jouer le joueur comme une marionnette, ça ne marche pas. Ça marche pas. À un moment, il a besoin de ça. Il peut à un moment dérailler, perdre un peu le fil parce qu'il y a eu des événements qui font que ça ne va plus, etc. Il faut ressaisir le truc et dire, bon, allez, hop, stop, là, non, on se ressaisit, là, tu vas me faire ça, etc., etc. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare dans les parties. Il faut avoir cette présence d'esprit de le faire. Maintenant, la plupart du temps, c'est une discussion et c'est le joueur. C'est lui qui joue au golf. C'est certainement pas le caddie. Hein. Et il est incapable de toute façon de faire ce que fait le mec. Est-ce qu'au moment où tu as considéré le fait de passer, de devenir caddie, est-ce qu'il y avait des inspirations, des caddies qui t'avaient impressionné par leur compréhension du jeu ou parce que tu entendais de l'influence ou de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la performance du joueur? Est-ce que tu avais des références? Franchement, non. Quand j'ai démarré, moi, c'est une opportunité qui s'est présentée complètement par hasard avec Romain.
qui m'a dit à l'anniversaire d'un copain, écoute, je sais qu'en ce moment tu te cherches un peu, tu veux peut-être revenir dans le golf et tout. Est-ce que ça te dit de venir me quadayer? Et j'ai sauté sur l'occasion, mais à aucun moment j'ai eu une réflexion de vouloir devenir caddie. Ouais. Et donc c'est un peu par la force des choses. Par contre, une fois que je suis arrivé là, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour que Romain arrive à son meilleur niveau? Qu'est-ce que je peux moi réussir à lui apporter pour qu'on arrive à monter le plus haut possible? Donc là, du coup, je, voilà, je me suis informé, je discutais beaucoup avec les cadres français qui avaient de l'expérience, Olivier Lissando, Tom Elling, Seb Clément, Axel Bétan, enfin Yann Vandal, enfin il y a quand même pas mal qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui sont encore présents là, et avec qui ces discussions m'ont permis oui, de me rendre compte de plein de choses, de cet univers, du travail qu'on doit mettre en place avec les joueurs, et du coup les choses à faire, les choses à pas faire. Après, c'était la petite anecdote. Moi, dès le départ, j'avais mis un peu les pieds dans, dans, dans la mare en disant allez, les gars, c'est quoi un bon caddie et tout. Et il n'y a pas de réponse à ça, en fait. Il n'y a pas de réponse. Il y a trop d'éléments, en fait. Certains vont dire bah oui, il faut au niveau psy, il faut presque être coach mental, voire psychologue. Et d'autres, pas du tout. C'est plus des notions techniques qu'il faut avoir. Le repérage du parcours, c'est vachement important. Il y a pas, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Et le joueur choisira d'ailleurs, ou en tout cas expérimentera le travail avec un caddie, et peut-être va arrêter parce qu'à un moment donné, voilà, le discours qui tient lui plaît pas, ou différentes choses vont pas lui plaire. C'est pas qu'il est pas bon, c'est juste qu'il ne correspond pas Il a à ce besoin d'autre moment-là. chose à ce moment-là. Ouais. Oui, puis à un moment, il peut avoir besoin de quelque chose de particulier. Et tu viens de partiellement répondre à la question, mais j'avais demandé, est-ce que le job d'un caddie, c'est plutôt dans l'action ou est-ce que la grosse partie du job se fait la veille, enfin les jours avant le tournoi pour préparer un carnet de parcours, préparer la Pardon. distance, les situations différentes dans lesquelles il veut se mettre par rapport à ses, Euh, euh, bah ses moyens de jeu. ouais, j'ai envie de te dire que c'est un peu les deux parce que il y a un gros travail à faire en amont. Hmm. Puisque quand on arrive au tournoi, bien entendu qu'il faut reconnaître le parcours, et l'idée générale, c'est de le connaître comme sa poche. Donc plus on avance dans les années et plus on refait des tournois sur les mêmes parcours et mieux on les connaît. Mais notamment quand on arrive sur un nouveau parcours, il faut absolument arriver un peu plus tôt, voir le parcours plusieurs fois, idéalement seul au moins une bonne fois et prendre le temps de faire ça pour vraiment repérer, justement, être pas perturbé par le jeu, pas avoir à s'occuper de calculer les distances, de ceci, de cela, de lui redonner des balles parce qu'il va remettre une balle. Il faut être tranquille dans son truc et reconnaître le parcours. Et du coup, repérer la petite pente au drive qui va peut-être faire glisser une balle dans le rough ou qui va la faire rouler dans l'eau ou qui, au contraire, ce bunker qui paraissait pas machin, cette option de jeu qui peut y avoir un moment où on peut carrer quelque chose, il faut l'appréhender, en tout cas offrir la possibilité aux joueurs de la voir aussi, si jamais ils ne la remarquent pas. Et du coup, toute cette préparation est importante. Donc, d'une part. Ensuite, il y a tout le travail en amont aussi avec le joueur qui va être lié de temps en temps à simplement hein, valider les distances, le travail qu'il va faire, peut-être un peu plus spécifique de temps en temps, quand on a un parcours court, par exemple, où on sait qu'on va avoir beaucoup de coups de wedge, bah, peut-être que cette semaine-là, on va orienter un peu plus le jeu sur le wedging parce qu'on sait qu'il va être important. Alors que si on joue un parcours excessivement long, bon, globalement, le wedging, on ne va pas le voir. Hein, ça va être beaucoup le chipping parce qu'on sait qu'on va, avec des attaques de green au-dessus du fer 5 systématique, on va rater beaucoup de green. Hmm. Ou en tout cas, on va se mettre loin. Donc, il faudra aussi avoir un dosage très important. Donc là, on va peut-être orienter plus le dosage sur les longs potes parce qu'on sait que ça va être super important cette semaine-là. Et qu'on va être souvent entre 8 et 12, 15 mètres parce que voilà, on va jouer plus les milieux de green qui vont quand même planquer les drapeaux dans les coins et qu'il va falloir bien doser parce qu'il faudra avoir un deuxième pote donné, quoi. Donc c'est tout un travail comme ça. Après, il y a l'aspect compétition où là, c'est un autre travail où on est plus dans l'utilisation des données qu'on a récoltées en amont pendant la préparation et où là, on va se concentrer sur euh, le respect de la préparation de chaque coup, et essayer d'instaurer un climat dans lequel on va être serein. Donc,
idéalement, c'est voilà, on joue au golf aussi, hein, on a quand même la chance d'être avec les petits oiseaux dans un bel endroit, même si c'est un tournoi. Donc, c'est à un moment donné prendre du plaisir à tout ça. Et puis, comme on passe 90% du temps à faire autre chose que taper dans une balle de golf, bah, il faut occuper cet espace à justement se concentrer sur autre chose quelque part. Parce que si on reste que sur le golf, à un moment, ou la technique, ce qui s'est passé avant et pourquoi, et oh non, hop, c'est terminé. Il faut aussi accompagner le joueur là-dedans. Et voilà, lui parler de qu'est-ce qu'il regarde comme série en ce moment, qu'est-ce que le dernier match de foot, qu'est-ce qui s'est passé. Tiens, il y a eu Roland Garros, à propos, il y a Tsonga, il a fait un super match, tu as vu, avec Federer, machin. Et sortir complètement du truc. Et c'est aussi ça l'objet, parce que sinon, c'était insupportable, passer 5 heures à ruminer tous les problèmes qu'on peut avoir. Et c'est là où le cadet peut être vachement important, parce que c'est à lui de faire ce boulot-là aussi. Quand il voit que son joueur il commence à un peu déconner, quoi, un peu à se mettre dans son truc, un peu à se remuer les méninges en repensant à des mauvais coups, en se sent. Non, voilà, on est quand même, on a aussi la chance de jouer au golf. Hein. Ouais. Oubliez. Donc, voilà, relativiser. Je trouve que le cadre, il est important pour ça. Il est très important pour ça. Sur la partie complète, et puis bien entendu, on va dire l'aspect technique, à chaque fois, faire respecter le processus, quoi. À chaque fois, l'analyse, voilà, le lie, le vent, le machin, le truc, le dénivelé, la température, le ceci, le cela. Euh, quelle période de la journée on joue, quel moment de la partie on joue, quel tour on joue, parce que quand on est sur 4 tours, on ne va pas forcément avoir la même philosophie le 4e jour quand on est dans le top 10 que le vendredi où on sait qu'on démarre et qu'on est à 2 points du cut et qu'il va falloir faire 68. C'est pas pareil. Donc tous ces ingrédients sont là et il faut malgré tout, après, on en revient toujours au même. C'est-à-dire qu'on arrive au départ du 1, le plus important, c'est ce coup-là. Et c'est meilleur on sera à chaque fois, bah meilleurs seront les coups et plus de chances on aura de faire un bon score. Donc en fin de compte, je dirais que le golf, à un moment donné, pour moi, le meilleur joueur, c'est celui qui s'occupe du coup d'après, qui va arriver là. Le reste, ça n'a aucune importance. Et s'il sait bien faire ça, il va réussir beaucoup de coups, il va prendre confiance vu qu'il en réussit beaucoup, et puis il va se mettre dans une dynamique où le score va se faire tout seul. Après, c'est aussi un jeu particulier où on le voit quasiment toutes les semaines. Le mec, il fait un drive magnifique, il tape un coup fabuleux pour le drapeau, il tape dans le drapeau, la balle rebondit et va dans l'eau. Double bogey. Il aurait dû faire 2, il a fait 6. Bon, bah, c'est un jeu bizarre. Et quand ça arrive, en fait, ce qui est très difficile, alors ça, c'est un cas particulier, mais ça arrive quand même de temps en temps, le mauvais rebond, le bon rebond et tout, bah, ça fait partie du jeu et il faut surtout pas se remettre en cause. Quand on fait un mauvais coup, il faut se remettre en cause. J'ai mis ma balle hors limite parce que j'ai fait un quick hook ou je sais pas quoi. Bon, là, il faut trouver une solution technique. Mais quand on fait un bon coup, la balle rebondit sur un caillou et part 20 mètres dans le rough injouable, j'ai fait un super coup de golf, quoi. Je peux que sortir de ce coup-là en me disant ça. Mais c'est très difficile, ça. Parce que la plupart du temps, ça engendre plein de trucs alors qu'on n'a rien à se reprocher. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et on ne peut même pas reprocher à la chance parce que même si c'est de sa faute, ça ne va pas changer grand-chose à l'affaire. Donc, Rien du tout. Rien du tout. Ouais. Et là, on va passer un peu. Là, on a beaucoup parlé de tournoi. On va un peu plus passer en préparation, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une off-season, on dit ça en anglais, est-ce qu'il y a une off-season qui se fait avec le caddie ou est-ce que vous séparez? Enfin, comment se passe une off-season pour un caddie? Parce que j'imagine que c'est 20-25 tournois avec Raphaël par an. Ouais, c'est ça. Mais non, en fait, la seule chose qui peut arriver, c'est qu'il y a un souhait du joueur, ce qui est souvent le cas quand même, hein, de venir aux entraînements de temps en temps sur les rencontres avec l'entraîneur. Ouais. Parce que c'est des moments où il faut qu'on voit comment ils travaillent, on soit au courant du discours qu'ils tiennent et en gros du fond de travail qu'ils souhaitent avoir. Ça, c'est indispensable. Parce que donc ça, c'est le travail qui peut être fait hors saison. Maintenant, il
y a pas beaucoup de moments comme ça. Je sais que, enfin, moi, ça m'arrive malgré tout régulièrement. Je vois la dernière fois, Raph est monté à Paris pour voir un coach et il m'a demandé de venir. On en a discuté, on a échangé justement et nos avis étaient complémentaires pour justement ce coach pour avoir récolté des informations. Donc, c'était important. Puis voir un petit peu discuter. Et puis de temps en temps, il peut oublier peut-être parfois un truc, le joueur, sur une anecdote en disant oui, mais la dernière fois, tiens, tu as essayé ça et tout, puis ça marchait pas mal en fait. Donc c'est peut-être intéressant de voir ce qu'il en pense. Est-ce que c'est une voie qu'il faut exploiter ou pas, etc., etc. Ou d'autres moments, dire oh non, attends, ça, on a essayé la dernière fois. Rappelle-toi, c'était catastrophique. Ça nous a plus mis dans le doute qu'autre chose. Donc ça c'est un travail qui est fait. Ensuite, pour le reste, non. On n'a pas d'échange sur une stratégie ou quoi que ce soit. On n'a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin particulier. Après, si on avait un événement, alors moi, je n'ai pas eu la chance pour le moment de vivre ça, mais particulier où on doit préparer je sais pas, un Masters ou un British Open avec une condition de jeu très particulière, peut-être que oui, on s'organiserait différemment. On irait un peu plus tôt au tournoi et tout, mais ça reste quand même collé au tournoi. On n'a pas vraiment de travail à côté. Après, chacun fait son boulot de son côté. Une fois qu'on a eu ces rencontres avec les coachs ou les discussions avec le coach. Et voilà, non, on n'a pas vraiment besoin d'échanger. Je n'ai pas un suivi comme le coach technique au jour le jour avec lui, au jour le jour, en tout cas régulier, pour voir un peu comment les choses évoluent par rapport à un point technique qu'ils vont travailler. Et on va dire en longitudinal comme ça, tu as des relations hors joueurs avec les coachs ou avec d'autres membres du staff pour des choses dont vous discutez ensemble autour et pour le bien du joueur, mais sans nécessairement qu'il soit impliqué dans la discussion. Oui, oui, tout à fait. De temps en temps, c'est important de ne pas informer le joueur de certaines choses. Et il y a des discussions en off qui sont importantes avec les coachs parce que c'est pas que ça ne le regarde pas, mais c'est que ça n'a pas d'intérêt à ce qu'il le sache et ça peut poser problème. Mais ça peut l'emmener dans des réflexions qu'il n'a pas lieu d'avoir à ce moment-là. Ouais. Non. Et après, au coach de trouver les solutions. Je pense de temps en temps sur des aspects techniques où on peut dire bon, les gars, moi, vous bossez un truc là, je suis pas forcément d'accord, ou au contraire, dire bon, là, on avait trouvé une super solution et tout, puis bon, ça n'a pas l'air de lui plaire, donc il va falloir mettre une couche parce que ça marche. Donc il faut au contraire, il faut absolument qu'il le fasse, quoi. Il faut lui remettre peut-être une petite dose de discussion là-dessus, ou sinon sur des aspects aussi simplement sur la préparation mentale, ou à un moment donné, dire bon, bah. Là, ça, c'est super quand il fait ça. Et puis, de temps en temps, il part dans ces travers-là et c'est catastrophique. Il disparaît pendant 3 trous. Et c'est plus le même mec. Et pendant ces périodes-là, on constate juste qu'il enchaîne un boguet, deux boguets, et ça ne va pas. Et de la même façon, bah, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a des choses très positives et quand il fait ça, ça marche super bien. Donc, il faut conforter ça, il faut l'aider. Mais il n'a pas besoin d'entendre ça, le joueur. Lui, c'est un exécutant, quelque part. Il n'est même pas là pour comprendre pourquoi il doit faire tel ou tel truc technique. On s'en fout qu'il comprenne ou pas, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que ça marche. Lui, et qu'il constate que ça marche et que de ce fait-là, il se l'approprie. Oui, oui, oui. Moi, anecdotique, mais McEnroe, un jour, un journaliste va le voir, lui dire ah, votre coup droit est fantastique, comment vous faites ça et tout. Il le regarde, il dit bah, je fais comme ça. Il est incapable d'expliquer ce qu'il faisait. Il dit moi, je fais comme ça. Et basta. Et bah, c'est McEnroe, quoi. Et alors, expliquer que la raquette arrive avec tel angle, tel machin, tel truc, la prise de truc, il l'a fait marteau ou je sais pas quoi. Et ça, c'est un autre métier, ça. L'analyse, la quoi. compréhension, c'est un autre métier. Ouais, le joueur n'est pas là pour ça. C'est pour ça que de temps en temps, autant je pense que c'est important pour différentes raisons d'avoir élevé son niveau de jeu pour quand même, à un moment donné, comprendre de quoi on parle au haut niveau. Maintenant, il y a de très bons coachs qui sont des très mauvais joueurs de golf et il y a des très bons joueurs de golf qui sont des très mauvais coachs. Il n'y a pas de secret. Je pense que c'est une bonne alchimie et tout. Et aussi, ça dépend du domaine dans lequel on emploie la personne. Si c'est pour parler de technique pure, se mettre sur un trackman,
réfléchir aux données et trouver des solutions par rapport aux chiffres qui ressortent, ça, c'est une notion. On n'a pas besoin de savoir jouer au golf à la limite pour ça, hein. Si on connaît les principes mécaniques, etc., le jeu de golf n'a rien à voir là-dedans. La sensation du mec qui aurait été champion avant, aucun intérêt. Par contre, dans d'autres domaines, c'est important. Parce que sinon, on ne comprend pas en fait. En tout cas, moi, je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a pas eu un minimum de niveau de jeu peut comprendre certaines situations et certaines logiques qui peuvent s'installer à un certain niveau. Alors, il peut y avoir des transferts. Moi, j'ai plein de copains qui sont devenus pros de golf par passion et qui, au départ, étaient des champions dans d'autres domaines. Et ils peuvent faire des transferts. Maintenant, celui qui n'a pas été bon dans aucune discipline, qui arrive, qui ne sait pas bien jouer au golf, qui se retrouve à un moment, il faut qu'il se spécialise sur des choses dont il peut parler. Parce que sinon, il va dire que des trucs à côté de la plaque, quoi. Ouais. Et alors donc, ta situation est particulière parce que tu as joué avec deux joueurs tu as qualifié à haut niveau et sur des joueurs assez mûrs, c'est-à-dire qui étaient déjà, ils n'étaient pas là Ouais. par hasard, ils connaissaient leur métier, etc. Est-ce que d'abord, est-ce que tu envisages de faire ça longtemps, Kali? Alors, pour plein de raisons différentes, ouais, j'aurais plutôt ce souhait-là, puisque au final, j'y trouve mon équilibre aussi familial et autres. Et ensuite, au niveau de l'expérience, moi j'aime bien parce que c'est vrai qu'on est dans le sujet du haut niveau. Donc, je vois tout ce qui se passe et tout le travail qui est effectué au niveau de l'enseignement, notamment, j'apprends énormément de choses au fur et à mesure. Les échanges avec ces joueurs-là sont fantastiques parce qu'ils m'ont appris énormément de choses ou confirmé en tout cas plein de choses et peut-être remis en cause certaines choses. Donc, c'est très, très riche. Et ensuite, il y a toujours ce souhait, à un moment donné, indirectement, quelque part qui est lié à sa réussite personnelle, de se dire, j'ai pas réussi à faire ça moi. Alors, si je peux le vivre avec des joueurs, ouais, c'est génial. Si un jour, je peux me retrouver au départ du Masters avec un gars, voire gagner le Masters avec un mec, mais ça serait tellement incroyable. Incroyable. Même si c'est pas moi qui l'ai fait, ça serait juste une aventure fabuleuse. Donc, ouais, ça porte complètement. Et la perspective de. Parce que, donc, il y a des grandes fidélités avec des histoires qui durent des années et des années entre un joueur et son caddie, je veux dire. Et puis, voilà, parfois, ça tourne plus vite. Comment tu perçois comment tu appréhendes pour le coup cette situation de changer de joueur et de coacher l'un une saison, ou parfois même de coacher plusieurs joueurs en même temps? Euh, Déjà, ça dépend complètement du joueur. Il y a des joueurs qui vont changer très souvent de caddie, d'autres moins. La plupart du temps, quand même, il y a une certaine constance, hein. Il y a au moins des demi-saisons, voire des saisons entières qui sont faites ensemble et pour certains des années. Mais comment je l'appréhende, je n'ai pas trop d'appréhension là-dessus parce qu'en fait, les choses tournent. Et puis, si j'ai une période où j'ai pas de sac, entre guillemets, j'ai pas de joueur, je ferai autre chose en attendant. C'est pas gênant. C'est compliqué. En fait, après, quand on rentre dans le milieu des caddies, il y a aussi tout un travail qui est fait aussi avec les managers. Et du coup, on peut voir des caddies aussi eux-mêmes changer de joueur parce qu'ils ont de meilleures opportunités ailleurs. Donc après, ça fait partie du métier. Moi, je suis pas encore. J'ai eu la chance de rester une année complète avec Romain, rebondir tout de suite avec Raph et depuis être avec lui. Donc, j'ai jamais été vraiment. En recherche d'emploi, quoi, en tant que caddie. Non, non, non. Et puis, je suis très franchement, même si c'est ça, on ne fait pas les meilleurs résultats qu'ait fait Raph ces derniers temps. Moi, je suis très bien avec lui. J'apprends tout le temps. Euh, même si les résultats ne sont pas forcément là, moi je crois vraiment qu'il peut encore perfer et pourquoi pas gagner un tournoi. Donc j'espère qu'on va réussir à relever ce défi-là. On verra bien, mais pour l'instant je suis bien. Après, s'il fallait trouver un autre joueur, on irait à la pêche aux infos, essayer de savoir lequel est peut-être éventuellement dispo. S'il y en a un qui est à la recherche, qui a arrêté, qui souhaite changer.
certains sont très bons pour ça, hein. Il y a des cadres qui sont très très forts pour ça et il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus. Je crois vraiment, moi c'est ma pensée, hein, qu'il y a quand même des caddies qui aussi sont là où ils sont parce qu'ils ont su faire ça. Et ils sont arrivés avec des gros sacs, des gros joueurs, parce qu'ils ont été bons, je dirais aussi, À se vendre ou à se à vendre. Ouais, voilà, à se mettre au bon endroit, au bon endroit, au bon ouais. moment, quoi. Mais après, ça se comprend, hein. Il faut voir la situation qui peut changer, hein. Moi, demain, je me retrouve à cadayer, je dis n'importe quoi, Molinari ou Dustin Johnson, ma vie révolutionnée. C'est d'un coup, je suis millionnaire. Donc, bien entendu, ça fait partie du boulot. Après, je pense que dans ces premières années, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut apprendre son métier, il faut se poser les bonnes questions, il faut prendre le temps. Et puis, les opportunités viendront si on reconnaît à un moment donné qu'on a le niveau pour pouvoir aller sur un niveau au-dessus. Mais il y a un marché des caddies. Enfin, je veux dire, il y a un joueur qui cherche un caddie. Il va le faire uniquement par le bouche à oreille, ou est-ce que il y a des endroits où on sait qu'il y a des agences de caddies peut-être, où il y a des Non, non, non. Les joueurs ont des agents et ça peut arriver souvent que ce soit par le biais des agents que ça change parce que, voilà, ou de temps en temps. Alors, après, il y a des choses anecdotiques, hein. Je me souviens, Marc Duffy, qui a été 3 ans, je crois, 2 ans en tout cas, le cadre de Victor Dubuisson. En fait, Victor s'est retrouvé par un concours de circonstances à partir, je ne sais plus s'il allait en Afrique du Sud ou s'il repartait. Bref, il avait interrompu le travail avec son caddie. Marc était là, cherchait lui aussi du travail. Ils étaient à l'aéroport, ils se sont mis à discuter par l'intermédiaire de quelqu'un. Il s'est fait comme ça, ils sont restés 2 ans ensemble et il a fait des super années. Donc de temps en temps, c'est ça aussi. Maintenant, oui, il y a un travail à faire avec les joueurs et avec les managers, mais c'est ça, après, chacun fait comme il le souhaite, en fait. Il y a pas de règle. Nous, ouais, on c'est n'a pas pas un marché d'agent. très structuré avec c'est pas c'est un peu comme Non. ça, quoi. Maintenant, bon, alors peut-être que, je dirais, on va dire le top 30 des caddies qui sont en haut de l'affiche en ce moment parce qu'ils sont avec les meilleurs joueurs du monde, très certainement qu'ils ont une organisation différente. Euh, euh, je veux bien croire qu'ils aient eux-mêmes des managers, c'est possible parce que pour certains, ils ont. Enfin, c'est aussi une image, c'est aussi tout un truc à travailler, hein. Mm. Maintenant, sur le joueur conventionnel, non, c'est pas le cas. Pas le cas du tout. Donc, oui, il y a les opportunités qui se présentent. On peut. Moi, après, je trouve ça délicat. C'est toujours délicat d'aller débaucher quelqu'un, quoi, concrètement. Et c'est pas le but du jeu. Donc, si je trouve que ça doit venir du joueur. Si le joueur il a un besoin, qu'il le fait ressentir à vouloir travailler avec quelqu'un ou qu'il demande à son entourage ou à son manager de trouver quelqu'un, je trouve que c'est la bonne démarche. Ensuite, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le problème le bon caddie, c'est quoi? On ne sait pas. Donc, je 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 pense pas que ce soit révolutionnaire le travail que fassent certains caddies avec les meilleurs joueurs du monde. À un moment donné, je pense pas qu'ils fassent des choses mieux que nous. Et voilà, dernièrement, il y a une petite mode qui est venue avec Victor Pérez, qui a décidé de travailler avec l'ancien caddie de Rory McIlroy, et ça a lancé un petit peu l'idée que il fallait aller chercher un caddie qui avait une super expérience, qui avait gagné plein de tournois, qui avait ceci, qui avait cela. Moi, j'y crois pas. Personnellement, je pense pas que ça. Pour le joueur, psychologiquement, ça peut l'aider parce qu'il peut se retrouver dans une situation où il se dit je suis accompagné quand même d'un mec
quand il va me dire quelque chose, il faut que je l'écoute. Il n'y a pas à discuter avec lui quand même. Il a été avec le meilleur joueur du monde. Il a gagné tel tournoi, etc. Ça, c'est sûr. Maintenant, pas persuadé que dans le fond, il fasse un travail différent d'une autre, hein. Oui, oui, oui. Oui, mais peut-être que ce surcroît de confiance qui est plus finalement psychologique qu'autre chose, bah, c'est peut-être de ça dont il a besoin précisément à ce moment-là. Et du coup, ça fait le job, quoi, en fait. Oui, oui, tout à fait. Par contre, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, le plus grand caddie de tous les temps, Steve Williams, l'explique très clairement. Il dit, voilà, moi, j'ai toujours été connu pour quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui disait ce qu'il avait à dire aux joueurs. Ça convenait bien, a priori, à Tiger Woods. Maintenant, il écrit aussi que c'était rare, ces situations-là. Et que Tiger Woods, il n'avait pas lui faire ce qu'il ne voulait pas faire. C'est pas vrai. C'est pas Steve Williams qui machin. Alors, par contre, après, effectivement, il avait ce culot, et ce qui était une de ses forces qui était reconnue, c'est qu'il était capable à un moment donné de dire non, moi je ne suis pas d'accord, il ne faut pas faire ça parce que si on fait ça, on va pas être performant. Donc non, moi je pense qu'il faut faire ça et je ne lâcherai pas l'affaire. Et de temps en temps, effectivement, faut savoir le faire. Maintenant, je pense que Tiger a dû lui dire plus d'une fois, bah oui, c'est sympa Steve ce que tu me racontes là, mais je m'en fous complètement et je vais jouer mon faire 7 là, tu vas voir. Et c'est comme ça. Et voilà, maintenant, euh, quand on rentre dans ce genre de situation, c'est bien d'affirmer son avis, mais il faut aussi savoir, et c'est la difficulté de ponctuer ces moments, entre les moments où on va se mettre en retrait et accepter et laisser le joueur faire pour le laisser en confiance, et de temps en temps, même si on peut à un moment donné entamer un peu sa confiance sur le coup qu'il va faire, lui dire non, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas faire ça, il faut faire autrement. Oui, parce que de la même façon, on ne peut pas dire que Steve Williams, il ait transformé la carrière des personnes dont il a pris le sac depuis qu'il a quitté Tiger Woods. Donc voilà, il n'a pas un impact tel que. Après, aussi, il n'a jamais été Ah, sur le sac de quelqu'un qui n'a pas réussi. C'est vrai. ouais, c'est ça aussi, hein. Je veux dire, il a quand même été vite. Nous, on a l'anecdote du- pareil, j'ai un trou de mémoire, désolé. Le cadre actuel de, de, euh, de Michael Lorenzo Vera, c'est un Anglais qui paye pas de mine, adorable, super gentil et tout. Le mec a gagné 30 tournois. Et en fait, le début de sa carrière, nous on en a discuté, c'était assez marrant la façon dont on explique les choses. C'est à un moment donné, il débute dans ce métier-là, bon, il ne sait pas trop s'il va faire ça ou pas. Et au final, un jour, on lui dit, tiens, il y a un jeune qui joue pas mal et tout, tu vas voir, ça peut être pas mal de bosser avec lui et tout. Nick Faldo. Voilà. Il s'est retrouvé à bosser avec Nick Faldo pendant 5 ans. Il s'est retrouvé sous les feux des projecteurs parce qu'il a gagné plein de tournois avec lui. Je crois même que c'est la période où il était numéro 1 mondial. Bah, voilà. D'autant plus que Nick Faldo, il n'est pas connu pour parler beaucoup pendant les parcours. Alors je ne sais pas très bien Non. quel était l'apport du caddie pour le coup aux victoires de Nick Ouais, Faldo. alors, Ce serait intéressant de le savoir. par contre, il a gagné énormément de tournois avec tous les joueurs avec qui il a été. Oui. Donc, par contre, il y a un truc, à un moment, je n'ai pas encore découvert son secret, mais il y a quand même un truc différent. Là, Ouais. c'est sûr. Et c'est sûr que les meilleurs, de toute façon, dans tous les domaines, c'est toujours pareil, ils ont des choses en plus. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui justement apporte. Est-ce que c'est un phénomène psycho? Est-ce que c'est des techniques particulières sur la reconnaissance de parcours, sur la stratégie, sur etc. Les questions qui etc. se posent, que, ouais. Voilà. Et moi, j'apprends, en tout cas à mon petit niveau de débutant cadre, là, j'apprends et j'essaye de comprendre justement ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait la différence. Et il faut fonctionner comme ça. Et puis, j'attends mon Nick Faldo si un jour il se présente, je sais pas. Je sais pas, ça se trouve, je vais me retrouver avec on va me dire, tiens, il y a un jeune qui arrive, il est prometteur, et puis ça, c'est le futur Nick Faldo qu'on ne connaît pas aujourd'hui. J'en sais rien. Et puis peut-être que j'aurai l'opportunité, comme avec Romain, qu'un jour j'ai un super joueur qui vient me voir et qui me dise, écoute, ouais, j'ai entendu parler de toi, on dit que tu fais bien ton boulot, tu as l'air sympa, voilà, on a déjà échangé quelques fois, on s'entend bien, est-ce que tu veux bosser avec moi?
Euh, il faut aussi, il faut aussi savoir provoquer Ouais, clairement. les opportunités. Ça, c'est chiant. D'autres questions, jeune homme? Oui, j'ai une question, mais elle est passée vers les conseils. Non, non, Moi, j'allais vas-y, vers vas-y, là-dedans. vas-y. Ok. Ça va le... Ouais, pas de souci, pas de souci. Après, il faudra me dire juste à quel moment, parce que ça va peut-être, je ne sais pas quels sont les formats que tu développes sur. 1 heure et demie à peu près. Ok. On n'est pas, tant que tu as des choses à dire et que tu n'es pas lassé, Ah ouais, après, c'est domaine, on peut passer des heures à parler de golf. Malheureusement, ça ne s'arrête jamais. Alors vas-y. Alors là, euh, as-tu des conseils pour un joueur comme moi, par exemple, qui veut monter, qui veut faire une carrière pro, qui veut monter en niveau, qui veut arriver au plus haut niveau professionnel possible? As-tu déjà des conseils à nous donner pour ce qu'il faut faire, ce qu'il faut entreprendre pour y Ouais, ouais, arriver? bah, déjà, on en a parlé pas mal, mais pour moi, l'entourage est super important. Il faut savoir s'entourer. Ça, c'est indispensable pour trouver des solutions dans tous les domaines. Ensuite, on va dire sur mon domaine, on va dire actuel, plus particulier, puisque c'est cette casquette que j'ai là, c'est une chose importante sur laquelle il faut se pencher, tout l'aspect préparation en fait, euh, avant de se retrouver à taper un premier coup au départ de la compétition. Donc toute la reconnaissance de parcours, toute la gestion de son programme à l'année, toute euh, toutes les réflexions, je dirais, hors technique golf sont super importantes. Parce que donc ça va de la composition de son sac, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, au choix de tactique qu'on va voir sur un parcours, de s'y tenir, de répondre aux bonnes questions quand on voit un trou et de dire tiens, comment je vais jouer celui-là, pourquoi, comment, au travail technique sur ces yardage qu'il faut connaître parfaitement et qu'il faut maîtriser. C'est d'ailleurs, enfin, une petite parenthèse technique, mais pour moi, c'est un jeu de distance avant toute chose. Et il faut être un des atouts importants d'un très très bon joueur, c'est sa capacité à maîtriser la distance. Un mec comme Raph, c'est un virtuose. Il est tous les 5 mètres. Donc, si on a 120, on a un coup à 120, on a un coup à 125, on a un autre coup à 125, etc., etc., avec de multiples trajectoires. Donc, on a un panel de solutions important et il faut, ça, c'est une des valeurs très importantes. Et oui, se pencher sur la reconnaissance du parcours, c'est très, 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 très important. Et savoir organiser son planning et comme on le disait au tout début, le plan. Il faut se faire un plan, le revisiter régulièrement, l'organiser euh, et s'y tenir. Après, le, le, le truc, c'est que c'est un choix de vie, en fait. Pour moi, on décide d'aller dans cette voie-là. C'est comme quand on est passionné de musique. On est musicien, c'est comme ça. On est joueur de golf, on est joueur de golf. Donc, il ne faut pas avoir peur des choses aussi dont on a pu parler tout à l'heure qui vont être parfois un peu plus compliquées ou il y a des choses sont moins drôles. On va passer à côté de certaines choses. Il faut être discipliné. Il faut accepter que de temps en temps, les copains ils vont aller faire 18 trous pour tranquille faire 18 trous, faire un petit 4-2-0, se marrer et tout. Bah non, moi je vais faire mon 18 trous de mon côté, mais je vais faire n'importe quoi, je vais faire un plus mauvaise balle, etc., etc., ce genre de choses. Ou alors, bah non, aujourd'hui, je vais rester au practice et puis taper des balles parce que j'ai ma séance qui doit être comme ça, j'ai un rendez-vous à telle heure avec mon coach, il faut que je le voie. Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Donc ça, c'est indispensable. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, le joueur y arrive. C'est pas qu'il swing mieux, c'est pas qu'il tape plus fort, c'est pas qu'il. C'est pas tout ça. Il y a tellement de joueurs différents que. Et tous y arrivent. Tous y arrivent. Il faut aller traîner sur les tournois professionnels. À l'Open de France, il faut aller passer des journées, il faut passer du temps en practice, aller les voir jouer et tout. Et il faut voir certains ce qu'ils font et se dire, mais le mec, comment il peut avoir 10 ans de carrière sur le tour européen? C'est pas possible. Moi, mon meilleur exemple, c'était un joueur
qui est trop vieux, je ne sais même pas s'il n'est pas décédé, mais Eamon Darcy, qui était un joueur des années 80, le mec avait un swing, mais c'était pire que Jim Furyk, quoi. Catastrophique, le petit doigt en l'air en haut du bec, enfin n'importe quoi. Et le mec, moi j'étais sûr qu'il avait des. Tant que je ne l'avais pas vu en vrai, j'étais sûr que c'était un mec qui tapait pas si bien que ça, qui goupillait et qui devait avoir un truc à lui. Et que je me suis retrouvé au practice, je dis mais il tape parfait le mec en fait. Il ne rate pas un shot, il tape nickel tout le temps. Et j'ai suivi sur le parcours et pareil, je me suis dit, le mec, il fait tout bien en fait. C'est bizarre, mais il fait tout bien. En tout cas, si je regarde que sa balle, c'est tout le temps nickel. Donc, il n'y a pas de recette miracle en fait. Il faut travailler de la bonne façon, c'est important parce que sinon, on perd son temps. Et là, la perte de temps au golf, alors c'est génial. Il n'y a qu'à demander à tous les amateurs qui vident des sauts, faire 7 au practice. Ils vont expliquer très très vite ce que c'est de perdre du temps. Ils ont tout compris. Pour ne pas progresser, ils ont tout compris. Donc, c'est un tout. Donc et l'entourage est important parce que c'est ça qui va permettre justement de déclencher des choses, d'aller dans les bons domaines au niveau du travail. Voilà, pour finir, simplement, c'est comme un mec qui veut être champion de 100 mètres et qui va aller s'entraîner avec un mec qui fait du marathon et qui va lui faire du marathon. Eh ben, il faut qu'il fasse du marathon. Et encore, en espérant qu'il ait les capacités physiques qui sont meilleures pour devenir marathonien, parce que sinon, ça ira pas du tout. Et malheureusement, au golf, il y en a un paquet qui font du marathon, alors qu'ils veulent être sprinters. Ouais. Et pour l'intervention justement d'un caddie, à quel moment tu penses que c'est vraiment, c'est indispensable si on vise vraiment la performance optimale? Et à partir de quel moment ça peut être vraiment bénéfique de commencer à rentrer dans un travail régulier, en tout cas, avec un caddie? Je pense que ça peut être intéressant à un moment en tout cas, d'échanger, de discuter, d'avoir ce retour d'expérience, parce que ça peut permettre d'éclaircir les choses sur parfois des trucs tout simples, mais qu'on ne met pas forcément en œuvre. Et ça, je pense que le travail doit être fait très très tôt. Malheureusement, on est un peu dans l'actualité en ce moment où il y a un réveil comme quoi les jeunes ne jouent pas au golf et qui passent leur temps au practice. Bah ouais, c'est pas nouveau. Hein. Et, et, Ah, et malheureusement, on leur apprend pas à jouer au golf. On a des super frappeurs de balles et ils savent pas jouer au golf, quoi. Et ça s'apprend sur un parcours, ça s'apprend en lisant un parcours, en lisant un green, en sachant s'organiser, et notamment aller prendre les bonnes informations, aller construire un carnet de parcours, le faire évoluer si on en a déjà un. Et tout ça est indispensable parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à jouer. Pareil, c'est anecdotique, mais j'y crois beaucoup. Je pense que tous ces joueurs des îles britanniques qui apprennent à jouer dans des conditions très difficiles, avec beaucoup de vent, la pluie souvent, etc., etc., où il y a plein d'endroits où il n'y a pas de practice, ils jouent au golf, quoi. Ils ne sont pas en train de se regarder dans le miroir toutes les 2 minutes pour savoir si le poignet est un peu trop machin ou quoi. Hein. Et c'est les champions. Donc ça, oui, c'est important dès le début, je pense. Dès l'apprentissage, il faut cet aspect-là. Alors, c'est le pro, c'est peut-être le parent qui joue au golf et tout, qui peut aussi épauler un peu là-dessus. Après l'apparition du caddie, vraiment à proprement dit, l'accompagnement au niveau des compétitions, si c'est un copain ou un parent, il faut bien structurer l'échange. Et ça peut être n'importe quand. Maintenant, ça sera forcément irrégulier parce que c'est compliqué déjà de travailler avec un parent ou un copain qui soit régulièrement là. Après l'apparition, très franchement, vu les budgets que ça nécessite, c'est ou une question de budget qu'on a ou qu'on n'a pas, ou sinon c'est à partir du Challenge Tour. Clairement, avant on ne peut pas. On ne peut pas se le permettre, il n'y a pas assez d'argent, à moins d'avoir le budget. Auquel cas, tant mieux, il faut le faire. Il faut le faire. Bah ouais, donc justement, si nous, notre idée, c'est de budgétiser l'optimal. Est-ce que c'est avant le Challenge Tour ou pas?
si on budgétise l'optimal et on se dit, on se demande est-ce qu'il faut un caddie ou pas, si on a le budget limité, on va dire. Est-ce que, est-ce qu'il faut vraiment… Le souci, c'est que le, le, en fait, le budget, déjà, il est difficile à établir parce qu'il peut y avoir plusieurs formules, hein, bien entendu. Mais si on parle de ça, la difficulté, c'est que le Tour européen offre une possibilité sur le commissionnement, une fois qu'on a passé le cut, à gagner de l'argent convenablement. Pas autant qu'on pourrait le croire, parce que malheureusement, les pourcentages et souvent les dernières places après le cut rapportent pas un rond, il ne faut pas croire. Donc, c'est quand même exceptionnel quand il y a une victoire de tournoi et qu'on prend un gros billet d'un coup. Donc, il ne faut pas croire non plus que les cadets roulent sur l'or. Mais le fait est, c'est qu'on est quand même… C'est un métier et que les tournois, les circuits satellites, y compris Challenge Tour, il n'y a pas suffisamment d'argent pour rémunérer quelqu'un sur le pourcentage. Donc, il faut imaginer un fixe un peu arrangé avec une prise en charge peut-être des frais, etc., qui va faire qu'on pourrait imaginer ça. Maintenant, bien entendu, que le joueur qui pourrait bénéficier d'un cadet tout le temps, c'est mieux. C'est bien entendu. Bien entendu. Et si ça peut être la même personne tout le temps et qu'il y a un suivi, etc., bien entendu, je ne peux pas dire le contraire. Moi, c'est mon métier et je vois l'apport qu'on a au niveau du joueur et le besoin qu'a le joueur au plus haut niveau. Donc, je me dis, si ça peut être développé à quel que soit le niveau, bien entendu. Ouais, quitte à structurer justement un programme à l'année avec différents rendez-vous et dans les tournois satellites, le caddie ne va pas accompagner sur tous les tournois parce que ça ferait effectivement un budget beaucoup trop important. Mais par contre, on sait qu'il va venir à intervalles réguliers et qu'il va être là notamment à quelques dates qu'on identifie comme étant les grands rendez-vous de l'année. Mais il y a un travail qui s'inscrit dans la durée quand même. Bien sûr. Et moi, cet hiver, là, comme on n'était pas à la finale du Tour européen avec RAF, je suis allé travailler sur les Q-School avec 3 joueurs différents sur les 3 étapes différentes. Et c'était un choix des joueurs de budgétiser un caddie dans leur pari sur les cartes européennes parce qu'ils trouvaient ça, c'est là où effectivement. ils trouvaient ça à ce moment-là indispensable. Et effectivement, ça peut l'être parce que le petit point, les 2-3 petits points qu'on peut faire gagner, à un moment donné, ils sont tellement chers sur ces qualifs que bien entendu, c'est préférable. Mais voilà, mais je pense déjà que il y a tout un travail avant forcément d'avoir un cadre au jour le jour tout le temps. Il y a tout un travail à faire sur le spécifique de reconnaissance du parcours, organisation pendant la compétition liée à ces prises de notes, tout le travail un peu indirect de routine, etc., de préparation, un peu de préparation mentale aussi qu'il faut développer. Et ça, c'est un échange qu'il faut avoir, pourquoi pas avec des caddies, qui peut être dans un premier temps avec son coach ou avec le pro de l'école de golf, etc. Mais c'est important. C'est important. Est-ce que j'ai vu que tu publiais récemment justement un peu des tutos pour construire un… est-ce que ça fait partie des choses que tu pourrais envisager de faire, justement, des espèces de formations pour donner cette compétence de caddie, soit à des copains, soit à des parents, pour se l'approprier quand il faut remplir ce rôle comme ça, en dépannage, d'avoir 2-3 clés pour le faire correctement. Je pense qu'il y a un besoin, j'imagine, de la part de personnes qui accompagnent des joueurs sur des parcours en rendant service, mais qui bénéficieraient d'avoir quelques clés comme ça. Moi, mon idée, c'est en fait, le confinement a fait que j'avais du temps et je me suis dit, tiens, ça faisait quelques temps que je voulais partager en tout cas cette expérience. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de le faire au travers de petits tutos vidéo sur YouTube. Et voilà. Ensuite, j'ai eu la chance que Rémi, que je connais bien, m'appelle et puis on a fait le live et puis ça a fait un peu engrenage. Parce que du coup, on en parle un peu plus. Mais moi, ma volonté première, c'est de partager cette expérience
Ce que je propose, c'est des formations dans les clubs pour les équipes, pour échanger avec eux, leur apprendre un petit peu les solutions qu'ils peuvent avoir sur leur connaissance de parcours, sur justement comment faire un carnet de parcours. En plus, c'est d'actualité parce que les jeunes vont plus avoir le droit d'utiliser le télémètre là, sur les tournois. Donc, il va bien falloir qu'ils mettent des solutions en place. Je suis en discussion aussi avec quelqu'un qui crée des carnets de parcours et essayer de faire évoluer les choses de nos côtés respectifs pour qu'ils puissent proposer cette solution-là et mettre en avant aussi son travail parce que c'est assez intéressant. Et ensuite, il y a cette autre casquette du Bound for Golf Tour où je m'occupe d'une des régions avec d'autres personnes où on a cette problématique d'avoir choisi d'accepter que les jeunes soient avec des caddies, Alors très souvent qui sont leurs parents. en compétition officielle. Ouais. Voilà. Et donc, on va aussi mettre en place un travail avec Raph et Fanny, son épouse, qui s'occupe de tout ça, pour justement essayer d'accompagner les jeunes et les parents dans cette logique. Parce que, effectivement, alors, je dirais que c'est malheureux parce que c'est 10% du temps, on va dire, des parents ou des enfants qui peuvent être insupportables parce que comme on a pu voir plein d'exemples de parents à qui effectivement on a envie de dire bah non mais laissez-le tranquille quoi. Ouais. Là vous lui faites plus de mal qu'autre chose. Maintenant c'est pas la plupart des cas. Hein. C'est pour ça que moi oui effectivement il peut y avoir des problèmes, mais dans la plupart des cas il n'y en a pas. Et ensuite là vous représentez les cas de figure typique d'un projet sportif qui va inévitablement être accompagné par les parents. Ce n'est pas possible autrement. Donc, il faut les inclure. Maintenant, il faut aussi apporter, et ce que vous faites, moi je trouve ça très bien, parce que du coup, vous allez chercher l'information pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour réussir ce projet et du coup, aller voir des gens qui ont ces expériences. Donc ça, c'est top. Maintenant, malheureusement, il y en a plein qui font pas cette démarche-là et qui peuvent créer des situations un peu dommageables, quoi. Des jeunes qui arrêtent, des jeunes qui vont s'engueuler avec leurs parents sur le parcours, qui vont, etc. Parce qu'à un moment donné, ils ne s'y prennent pas de la bonne façon. Maintenant, quand on lit la biographie de Tiger Woods, on se dit ah oui, mais ça marche aussi. Ou Serena Williams et sa sœur, et Venus, et tant d'autres, quoi. Donc, qui ont réussi dans des drôles de trucs, quoi. Il y a des jeunes Thaïlandaises là, qui ont, notamment une qui a été numéro 1 mondial ou pas loin. Son père, c'est un tortionnaire, quoi. Mais bon, voilà, c'est à un moment, je sais pas. En tout cas, accompagner, oui. Et le but du jeu est là, en fait, au travers de cette démarche. Partager et accompagner en apportant des solutions. Après, il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien à faire. Moi, je propose ce que je fais et puis ça sera critiqué ou pas, j'en sais rien, on verra bien. C'est une aide. Non, mais super. En tout cas, merci, merci pour Merci beaucoup.